Bonjour, Bertrand Favier, enseignant à l'UFR de biologie. Je vais vous présenter le règne animal, et plus particulièrement les relations étroites qu'il y a entre l'évolution des animaux et l'embryologie. Dans une première partie, je vous présenterai comment on classe ou on range les animaux en différents groupes. Dans une deuxième partie, je vous présenterai les différents embranchements du règne animal, avec en filigrane l'évolution de leur embryologie, ce qui nous servira de fil conducteur. Et en troisième partie, nous verrons les annexes embryonnaires des vertébrés, et plus particulièrement des mammifères, puisque c'est là que se situe l'homme qui vous intéresse le plus. Ceci est le plan du cours, en trois parties: la présentation du règne animal, les différents embranchements en fonction de l'embryologie, et les annexes embryonnaires des vertébrés. En introduction, je vais d'abord vous présenter les 6 règnes du vivant, pour montrer où se situent les animaux. En fait, le vivant, on l'a classé en 6 règnes. D'abord des êtres prokaryotes et des êtres eucaryotes. Les prokaryotes, qui n'ont pas de noyau, comprennent les bactéries. Alors en fait, dans ces bactéries, on va distinguer les eubactéries, celles que vous rencontrez classiquement en pathologie humaine, et les archébactéries, qui sont soi-disant plus anciennes. En fait, c'est très mal nommé. Elles ont un matériel enzymatique qui est plutôt proche des eucaryotes. Ces archéobactéries, vous les rencontrerez dans les conditions extrêmes, dans les rifts, au fond des mers, ou dans des conditions extrêmement froides. Ensuite, nous avons les êtres eucaryotes qui ont un véritable noyau. Alors on a classé dans les protistes pratiquement tout ce qui n'était ni plantes, ni champignons, ni animaux. En fait, c'est un règne fourre-tout, les protistes, dans lesquels on met les unicellulaires, les anciens protozoaires, les protophytes, les protomycètes. Et puis on y classe aussi toutes les algues. En fait, la pluricellularité a été inventée par différentes branches d'algues, chacune de leur côté, par les plantes, par les champignons et par les animaux, chacune de façon indépendante. Donc il y a donc 2 règnes que vous voyez qui sont très proches, qui émergent des protistes, qui sont les animaux et les champignons. L'idée à retenir là-dedans, c'est vraiment que les plantes et les champignons sont vraiment très éloignés les uns des autres. Donc ce qui nous intéresse, ce sont les animaux. Cette première partie donc, de présentation du règne animal va nous emmener sur différents chapitres qui sont ici dans le plan. Tout d'abord, définissons le règne animal. Les animaux sont des êtres eucaryotes, qui ont un véritable noyau. Ce sont aussi des êtres hétérotrophes et pluricellulaires. Donc cela, je l'avais déjà annoncé, pluricellulaires, puisque tous les protozoaires ou animaux unicellulaires, on n'en parle plus, on préfère les incorporer maintenant dans les protistes. Et les animaux sont des êtres hétérotrophes, à l'opposé des plantes qui se nourrissent de soleil et de substances minérales. Nous, les animaux, nous avons besoin de nous nourrir de substances biologiques pour synthétiser nos propres constituants cellulaires. Les animaux stockent leurs réserves glucidiques sous forme de glycogène. Les cellules animales n'ont pas de parois. Tout cela, c'est pas valable pour les plantes qui stockent sous forme d'amidon et qui ont des parois pectocellulosiques. Mais tous ces caractères-là, les 5 que je viens de citer, concernent malheureusement aussi les champignons. Il n'y a pas d'exception, tous les animaux vérifient ces 5 critères, mais les champignons les vérifient aussi. Ce qui différencie les animaux des champignons, c'est bien sûr que les animaux sont capables de mouvement. Nous avons donc un tissu nerveux, un tissu musculaire, mais ça, il y a des exceptions, il y a des animaux qui ne se déplacent pas, qui n'ont pas de véritable tissu. Et chez les animaux, il y a une reproduction sexuée avec un stade diploïde prédominant. Le stade haploïde est très court. Là encore, il y a quelques exceptions de reproduction asexuée chez les animaux, mais là est quand même la différence fondamentale entre les champignons et les animaux. Alors, puisqu'on parle du cycle diploïde ou haploïde, voici le cycle classique d'un être vivant animal. Le stade commence, mettons, à la fécondation, qui est en haut à gauche de la diapositive. La fécondation donne lieu à un œuf, un zygote, à 2 N chromosomes. Ensuite a lieu le développement embryonnaire précoce, avec segmentation, développement embryonnaire, tous les stades que vous avez déjà vus, blastula, gastrula. Et puis il y a l'éclosion ou la mise bas. Éclosion en cas d'œuf, mise bas dans le cas d'un animal qui va mettre au monde un être vivant déjà autonome, comme par exemple l'être humain. Ensuite, nous aurons la croissance de cet individu, ou éventuellement un développement post-embryonnaire. Ensuite, nous arrivons à l'adulte,
qui va produire les gamètes. Et nous avons au stade des gamètes la seule période du cycle d'un animal où l'être vivant va être haploïde. Alors, quelques définitions. Qu'est-ce qu'on appelle un adulte? Un adulte, on dit aussi un imago, c'est la forme capable de reproduction sexuée. Aucun problème pour les reconnaître dans la plupart des animaux que vous connaissez, mais vous verrez sur certains parasites que la distinction entre forme larvaire, forme adulte, n'est pas forcément évidente, en tout cas pas sur la simple morphologie. Et le critère à garder, c'est cette capacité de faire de la reproduction sexuée. Ensuite, une larve. Qu'est-ce que c'est qu'une larve? Une larve, c'est une forme libre qui va donc apparaître à l'éclosion ou à la mise bas et qui va présenter des différences importantes avec la forme adulte. Ces différences importantes, eh bien, elles vont être sur le mode de nutrition ou sur le mode de vie. Les exemples classiques, c'est le tétard et la grenouille. Différents modes de vie, l'un vit dans l'eau, l'autre vit dans l'air, différents modes d'alimentation. L'autre exemple classique, c'est la chenille ou le papillon. La chenille rampe sur les feuilles, se nourrit de feuilles. Le papillon adulte, lui, vole et ne se nourrit pas, ou très peu, suivant les espèces. Donc, c'est quand on a une larve à l'éclosion ou à la mise bas qu'on aura un développement post-embryonnaire qui donnera ensuite un adulte différent. Dans les stades plus antérieurs, en ce qui concerne l'embryologie, l'embryon, c'est l'organisme en voie de développement. Depuis l'œuf, donc au niveau du zygote, jusqu'à une forme autonome et active. Et ça, c'est valable pour tous les animaux. Chez l'homme, vous avez une définition bien particulière du fœtus qui va désigner un embryon de plus de 3 mois. 3 mois, cette limite est un petit peu arbitraire. C'est ce qui sépare ce que vous appelez classiquement l'embryogénèse de l'organogénèse. Donc, chez l'homme, le fœtus, c'est une définition propre à l'homme et ça désigne l'embryon de plus de 3 mois. De tout temps, l'homme a cherché à classer, à ranger les animaux, à les grouper. Alors, il y a différentes façons de grouper les animaux. Une classification dans l'Antiquité regroupait les animaux qui étaient nocifs à l'homme, dangereux, ceux qui étaient comestibles, ceux qui nous étaient indifférents, etc. C'est une classification fonctionnelle, pourquoi pas. Maintenant, nous nous basons plus sur une classification qui a été bien codifiée au XVIIe siècle par Linné, qui repose sur des critères de ressemblance. On va donc grouper dans des ensembles de plus en plus grands des individus qui se ressemblent. Alors on va les grouper ensemble selon leur morphologie, c'est-à-dire la façon dont ils se ressemblent à l'extérieur, l'anatomie interne, et puis on pourra prendre des critères plus affinés comme le mode de développement embryonnaire, et puis maintenant s'ajoute aussi la génétique, avec le séquençage du génome de ces différents êtres vivants. Donc même avec de la génétique et du séquençage, on peut faire un classement systématique en groupant ainsi par différents ensembles. Par exemple, les cordés sont tous les animaux qui ont une corde au cours de leur développement embryonnaire, qui va donner les vertèbres. Et puis dedans, on fait différents ensembles, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, et ensuite différents sous-ensembles, etc. En fait, on va distinguer 7 niveaux hiérarchiques d'ensemble. Les phylums, classes, ordre, famille, genre, espèce. Ces 7 niveaux, le chiffre 7 n'est pas dû au hasard. On y voit là une influence très nette de la religion catholique sur la mode de classification de Linné. Le chiffre 7 est censé être le chiffre divin, et ce 7 niveaux hiérarchiques étaient censés refléter l'ordre divin que l'on voulait voir dans la création. Depuis, on a fait des sous-ensembles, des surensembles, mais ces 7 niveaux hiérarchiques demeurent dans la classification classique. Alors, un phylum, qu'est-ce que c'est? Eh bien, par exemple, vous aurez les arthropodes, ceux qui ont des pattes articulées, ou les cordés, ceux qui ont une corde qui va donner les vertèbres. Une classe, ça peut être un groupe important d'êtres vivants, par exemple les insectes, qui est un groupe très important en nombre d'espèces, ou les mammifères. L'ordre, les diptères, ceux qui ont 2 ailes, les carnivores ou les primates, dans mes autres exemples. Et puis ensuite, on arrive aux familles, qui sont marquées là, et ensuite, le genre et l'espèce. Par exemple, Musca domestica, qui était la mouche, qui était mon premier exemple, Canis familiaris, le chien, ou Homo sapiens, notre espèce à nous. Donc, 7 niveaux hiérarchiques qui s'imbriquent les uns dans les autres. Alors, 2 niveaux hiérarchiques vont retenir mon attention. La notion d'espèce, tout en bas, et la notion de phylum ou embranchement. Qu'est-ce qu'une espèce? Alors, la définition biologique est a priori très simple et sans ambiguïté. C'est un ensemble d'individus descendants les uns des autres, qui se ressemblent et qui n'ont qu'entre eux des échanges génétiques.
Ces 3 points sont relativement simples à appréhender. Ils se ressemblent les uns les autres, c'est assez évident. Ils descendent les uns des autres, ça c'est la notion aussi un petit peu de Darwin, c'est-à-dire que quand on croise ensemble 2 chevaux, on va obtenir un cheval, etc. Et qui n'ont qu'entre eux des échanges génétiques. Là, c'est la notion d'isolat génétique, c'est-à-dire que les espèces, tous les individus d'une même espèce sont interféconds et on ne peut pas croiser des individus de 2 espèces différentes. Cette définition biologique est assez simple à utiliser et a pour valider ou invalider si 2 êtres vivants appartiennent à la même espèce ou pas. Ça peut poser des problèmes, par exemple, pour les paléontologues, qui n'ont pas le loisir de faire des échanges génétiques. Exemple, la querelle qui demeure toujours entre Homo sapiens néandertalis ou Homo sapiens sapiens, pour savoir si les Cro-Magnons et les hommes de Néandertal faisaient partie de la même espèce ou pas. Donc la question là ne peut pas être tranchée. En ce qui concerne les êtres vivants qui vivent de nos jours, la définition qui n'ont qu'entre eux des échanges génétiques, elle est très facile à mettre en œuvre. Par contre, on va connaître des exceptions. En ce qui concerne le critère de ressemblance, je vous propose comme exception le chien. Vous avez ici 2 chiens qui sont dessinés, un Yorkshire et un Bouvier bernois. Vous voyez très bien la différence, tout le monde sait les reconnaître les uns des autres, même si vous ne connaissiez pas les races, vous voyez très bien qu'il y a d'énormes différences. Pourtant, ce sont des individus de la même espèce, ils sont interféconds. Et cela est valable pour tous les chiens. À l'opposé, si je vous avais mis en dessin une martre et une fouine, ou si vous avez vu dans la nature une martre et une fouine, vous avez dû noter que la différence était beaucoup plus difficile à appréhender, à l'œil, rapidement, et que pourtant il s'agit bien de 2 espèces différentes. En ce qui concerne le critère de fécondité, eh bien, il y a un exemple qui est connu depuis l'aube de l'humanité, c'est le cheval et l'âne. Avec une jument et un âne, vous allez obtenir un mulet, et avec le croisement réciproque, vous obtiendrez un bardeau. Vous avez d'ailleurs ici un âne, un mulet, enfin un âne, une mule et un cheval. Donc il y a quelques exceptions. Par contre, c'est que ces hybrides entre 2 espèces sont, dans l'immense majorité des cas, stériles. Donc ce critère de fécondité reste quand même assez valide. Les espèces sont nommées par une nomenclature binomiale. Homo sapiens pour l'homme, Musca domestica pour la mouche. L'espèce donc est l'unité de classification en systématique. Notion de phylum ou embranchement. Là, il s'agit du niveau hiérarchique le plus élevé. Juste en dessous du règne animal, nous avons les phylums ou embranchements. Je ne ferai pas de différence dans le cadre du cours entre phylum et embranchement. Certaines classifications diront qu'un phylum comprend plusieurs embranchements, ou le contraire. Ces distinctions-là ne m'intéressent pas dans le cadre de ce cours. J'aurai l'occasion de vous expliquer plus avant pourquoi. Tous les animaux d'un même phylum ont le même plan d'organisation. Ça, c'est l'idée centrale. On a vu ensemble 2 exemples, les chordés qui avaient des vertèbres et les arthropodes qui avaient des pattes articulées. Donc là, nous avons différents animaux qui sont présentés ici, qui représentent des plans d'organisation complètement différents. Cela se voit au premier coup d'œil. Vous avez d'abord un mollusque avec un escargot, une araignée, c'est un arthropode. Vous avez un mammifère, en haut à droite. Vous avez une étoile de mer qui a une plan de symétrie assez bizarre avec 5 bras différents. Et vous avez des éponges. Donc voilà, ça ce sont 5 représentants de 5 phylums ou embranchements différents. Mon cours est donc basé en partie sur la théorie de l'évolution. Cette théorie de l'évolution, je vais juste vous en dire un mot. Elle date donc de Darwin, qui l'a énoncée vers la fin du XVIIIe siècle. Cette théorie de Darwin est basée sur 4 points clés, 4 notions de base, qui sont tout d'abord que les êtres vivants se reproduisent à l'identique. Il y a donc une notion d'hérédité, même si auparavant ce n'était pas appelé hérédité, mais le sang ou le mélange des sangs quand on croisait 2 grandes lignées. Maintenant nous parlons d'hérédité puisque nous connaissons un peu le support de l'hérédité sous la forme de l'ADN. Cette hérédité n'est pas absolue. Les êtres vivants ne se reproduisent pas absolument à l'identique. Il y a des variabilités individuelles entre frères et sœurs, entre parents et enfants, que nous connaissons tous. L'autre point, c'est qu'il y a un excès de fécondité. 2 géniteurs vont donner une nouvelle génération qui va être, dans les cas normaux, un peu plus abondante que la génération précédente. S'il y a de nouvelles niches écologiques à conquérir, cela ne pose peu de problèmes. Si l'espèce est bien établie dans une niche écologique donnée, l'excès de fécondité va donner un nombre trop grand d'individus à la génération d'après et nous allons assister à une compétition entre ces individus.
Compétition pour les ressources, compétition pour avoir le droit à la reproduction, compétition pour l'habitat, etc. De cette compétition, eh bien, certains se feront éliminer du droit à reproduire la génération d'après, et d'autres seront sélectionnés. Cette sélection naturelle, en théorie, devrait aboutir à l'écartement des individus les moins adaptés et garder les individus les plus adaptés. Cette sélection naturelle permet donc normalement de sélectionner parmi la variabilité individuelle d'une génération ceux qui sont les plus aptes, et qui, du fait de cette notion d'hérédité, auront une tendance à produire une nouvelle génération qui sera un tout petit peu plus apte que la génération d'avant, etc. Et l'enchaînement de cette sélection naturelle permet une évolution des espèces et leur adaptation progressive à leur milieu ou leur écosystème. Cette théorie Darwin laissait quand même quelques points difficilement compréhensibles ou difficilement explicables. En fait, depuis 150 ans à peu près que l'on travaille dessus, on a réussi à l'étayer avec de nouvelles données qui viennent de 3 domaines. Tout d'abord la paléontologie. Nous avons trouvé de nouveaux fossiles et certains passages de l'évolution qui nous paraissaient difficiles à expliquer, comme par exemple la transition entre les dinosaures et les oiseaux, eh bien, nous sont maintenant plus compréhensibles parce que l'on dispose de fossiles intermédiaires. Mais l'on sait aussi que certaines transitions ont pu se faire de façon rapide, et la théorie des équilibres ponctués nous dit que quand ces transitions se font rapidement sur des effectifs très petits, eh bien nous avons très peu de chances, pour ne pas dire aucune, de trouver les fossiles de ces transitions. Donc la paléontologie vient maintenant, avec ses différentes théories et différentes trouvailles, bien étayer la théorie de Darwin. La génétique est venue aussi compléter la théorie de l'évolution de Darwin. Tout d'abord la théorie synthétique ou néo-darwinienne, qui n'a pas grand-chose de néo puisqu'elle date du début du XXe siècle, et qui était basée sur la théorie de la génétique de Mendel, mis à l'échelle des populations, ce qu'on appelait la génétique des populations, et quand on fait la synthèse entre la génétique des populations et la théorie de Darwin, nous avons cette théorie synthétique, qui discute de la fréquence de différents allèles dans une population et quand est-ce que la sélection pourra faire évoluer, remplacer un allèle par un autre. Puis est arrivée la théorie neutraliste, basée sur l'étude des protéines, l'étude des ADN, et cette théorie neutraliste a montré que la sélection n'était pas forcément toujours dirigée, et que beaucoup d'évolutions se faisaient par des mutations de type neutre, et que la sélection pouvait arriver beaucoup plus tard, et que les espèces pouvaient simplement évoluer de façon très neutre, en accumulant des mutations neutres dans leur génome. Enfin, l'analyse de séquences, avec les moyens modernes de génétique, nous permettent de faire des comparaisons de séquences entre différentes espèces, différents individus, et d'affiner la phylogénie que l'on peut avoir entre différents groupes. En ce qui concerne l'embryologie, très tôt, elle a été reliée à la théorie de l'évolution. Déjà, Haeckel, avec sa théorie de la récapitulation de la phylogénèse au cours de l'ontogénèse, a essayé d'appuyer le bien fondé de la théorie de Darwin en montrant que des formes embryologiques se ressemblaient entre les différents êtres vivants. Je reviendrai un petit peu là-dessus parce que ces propos étaient un petit peu trop outrés. Par contre, on sait de plus en plus maintenant, et là ça fera dès que vous ferez des études de biologie du développement, que de nombreux mécanismes embryologiques sont conservés entre différentes espèces, voire entre différents phylums. Et donc, c'est pour introduire un peu les rapports entre l'embryologie et l'évolution que je vais vous faire ce cours. Alors, dans le cadre de la théorie de l'évolution, il y a 2 notions importantes, c'est l'homologie et l'analogie. Théoriquement, l'homologie, c'est 2 structures qui sont héritées d'un ancêtre commun. Mais quand on ne connaît pas l'ancêtre commun, ou quand on ne sait pas si justement 2 individus sont apparentés ou pas, en fait, l'homologie, c'est une question. On va faire une hypothèse d'homologie, disant 2 choses se ressemblent, ou ont des connexions identiques, et ensuite on va se poser, est-ce que c'est bien hérité d'un ancêtre commun? L'exemple que vous avez devant vous, c'est cet os qui est coloré en orange sur un membre antérieur de chauve-souris, d'opossum ou de dauphin. On a envie de dire, ah, il est toujours relié aux mêmes os, on dirait que c'est le même si on l'appelait radius. Alors ça c'est une hypothèse d'homologie, on va dire, tous ces os colorés en orange sont les radius de ces différentes espèces. Et ensuite nous allons voir si ces ressemblances sont bien héritées d'un ancêtre commun, qui par les jeux de l'évolution ont donné les 3 membres fort différents que vous avez devant vous. Donc des ressemblances héritées d'un ancêtre commun constituent des homologies avérées. On dit aussi des synapomorphies. Apomorphie pour caractère nouveau,
propre par exemple à tous ces tétrapodes, et syn pour partager, un caractère nouveau et partagé par tous les tétrapodes. Parce que, par exemple, les poissons n'ont pas cet os qui s'appelle le radius. Donc l'homologie, c'est d'abord une hypothèse. Il faut qu'on démontre que cette structure ancestrale, ce radius, existe chez, par exemple, tous les tétrapodes. Et on va définir le taxon dont on parle. Le taxon, c'est le groupe d'êtres vivants. Donc les tétrapodes, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais c'est opposé aux poissons. Donc dès qu'il y a eu des tétrapodes, on voit un radius, on va donc dire que ça, cette hypothèse-là, elle est valable. À l'opposé, on va parler d'analogie ou d'homoplasie, de ressemblance par convergence. L'exemple classique d'analogie et d'homoplasie, c'est de regarder la forme du dauphin, d'un poisson, d'une baleine, et de voir ou d'un manchot, et de voir que toutes ces formes-là sont très hydrodynamiques. En fait, ce n'est pas hérité d'un ancêtre commun, puisqu'il y a différentes espèces qui sont à l'origine de celle-ci. C'est simplement une ressemblance par convergence, parce que c'est une forme très bien hydrodynamique, qui est bien adaptée pour nager dans l'eau. Donc là, il s'agit d'analogie. On dit aussi homoplasie. Alors, on va prendre quelques exemples pour montrer que cette notion n'est pas si simple que l'on veut bien croire. Si je vous parle de l'aile de l'oiseau et du bras de l'homme, ce sont deux membres antérieurs de tétrapodes, et ils sont homologues. On peut trouver un ancêtre commun au niveau des tétrapodes qui a donné d'une part une aile chez les oiseaux et d'autre part le bras de l'homme. De la même façon, le radius de l'homme et le radius du dauphin, dont je vous avais déjà parlé. Par contre, si je vous parle de l'aile de l'oiseau et de l'aile de la chauve-souris, sans vous préciser de quel taxon, de quel groupe, si je dis aile, je sous-entends cette structure qui est capable de permettre à l'animal de voler. L'oiseau peut voler, la chauve-souris peut voler, chacun grâce à leurs ailes. Est-ce que ces ailes sont homologues? Eh bien non, pas du tout. Parce qu'on trouvera un ancêtre commun à l'oiseau et à la chauve-souris qui n'a pas d'aile. L'aile a été inventée séparément par l'oiseau, les oiseaux et la chauve-souris, et il s'agit donc là, cette forme d'aile, d'une analogie ou d'une homoplasie. Alors que j'aurais très bien pu dire, comme précédemment, parler de l'aile de l'oiseau, de l'aile de la chauve-souris, du bras de l'homme, et puis de plein d'autres membres antérieurs de tous les tétrapodes, et dire c'est une structure homologue qui vient d'un ancêtre de tétrapodes. Mais là, j'aurais parlé du membre, de la façon de construire ce membre, pas du caractère vol. Et le caractère vol, sans préciser le taxon, si je me concentre donc juste sur oiseau et chauve-souris, eh bien c'est une simple analogie parce que je trouve des ancêtres communs qui ne sont pas adaptés au vol. De la même façon, si on regarde l'œil des insectes et l'œil de l'homme, les deux permettent de voir, certes, mais les deux structures sont complètement différentes et il n'y a pas d'ancêtre commun avec un œil complet qui aurait donné d'une part l'œil des insectes et d'autre part l'œil de l'homme. Donc là aussi, il s'agit d'une analogie. Il y a différentes façons de classer les êtres vivants. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de classement phénétique, c'est-à-dire qu'on regroupe selon le phénotype, mais cela peut être sur la morphologie, l'anatomie, voire même des critères de séquence d'ADN, les êtres vivants en ensemble qui se ressemblent. Par exemple, tous les amphibiens notés par un A sur ce diagramme, par un R les reptiles, O pour les oiseaux, M pour les mammifères. Et vous avez ici l'évolution représentée avec des vagues arbres, avec des aires de surface qui représentent plus ou moins le nombre d'espèces présentes aux différents âges paléontologiques. Ça, c'est un classement phénétique. On a donc décidé que les reptiles étaient suffisamment différents des amphibiens pour en faire une classe à part, et les oiseaux très différents des reptiles pour en faire une classe à part. Donc ces notions-là, de niveau hiérarchique, à quel niveau on va situer les différences entre les classes oiseaux, reptiles et amphibiens, est basée sur des critères que se sont fixés les zoologistes. Avec l'augmentation des connaissances et des critères pour différencier l'histoire des êtres vivants et voir leur évolution, on a été amené maintenant à utiliser un classement phylogénétique, un classement qui va refléter la phylogénie des êtres vivants. C'est ainsi que l'on va voir que parmi les reptiles, pratiquement à la base des reptiles, certains ont eu des formes temporales très particulières qui donnent les diapsides. Et c'est ce qui vous est noté sur ce diagramme-là, on va noter les innovations, et on va noter, au fur et à mesure des différentes innovations, les bifurcations dans le règne vivant. On a donc un arbre qui se fait par bifurcation, avec chaque branche représentant un groupe d'êtres vivants qui divergent de l'autre groupe. Et c'est ainsi que l'on voit que les oiseaux divergent de certains reptiles. Alors, ne retenez pas les termes lépidosaure, archosaure et diapside qui sont sur ce diagramme, ça sort du cadre du cours.
Le but de ce diagramme est juste de vous faire comprendre le classement phylogénétique. Dans ce classement phylogénétique, tel qu'il est établi là, on voit que le terme reptile est un petit peu bizarre. Reptile, ça comprend les ancêtres, certains des descendants qui vous sont montrés ici comme un crocodile et un lézard, mais ça ne comprend pas les oiseaux. Reptile n'est donc pas un terme monophylétique. Un terme monophylétique se voudrait de comprendre l'ancêtre et tous ses descendants. Par exemple, archosaure paraît très bien. On a l'ancêtre commun aux crocodiles et aux oiseaux, et on prend crocodile et oiseaux ensemble. Oiseau irait très bien, on prend le premier oiseau et puis tous les oiseaux actuels. Par contre, reptile, ce n'est pas un groupe monophylétique. Et dans des classements phylogénétiques, maintenant, on va bannir tous les termes qui ne sont pas monophylétiques. On dit paraphylétique, comme reptile. Ces termes-là ne sont plus utilisés. On utilisera donc uniquement des termes monophylétiques, lépidosaure, archosaure, oiseau. Ça demande un effort quand on découvre la zoologie. Par contre, cela permet d'être plus précis dans son vocabulaire. Cela permet aussi d'avoir une idée bien plus précise des différentes bifurcations qui ont eu lieu au cours de l'évolution. Petit effet annexe d'un classement phylogénétique, c'est que comme à chaque fois que deux espèces divergent, on a une bifurcation et qu'on a donc deux termes à donner, eh bien, on a pu cette subdivision en 7 niveaux: règne, phylum, classe, reptile, famille, genre, espèce. Puisqu'on aura besoin de plein de petits sous-niveaux hiérarchiques à chaque fois qu'on a une bifurcation. Et donc, ces termes classe, phylum, etc. sont complètement abandonnés en classement phylogénétique. Dans le cadre de ce cours, je vais continuer sur un classement phénétique, en vous parlant de reptiles, en vous parlant d'oiseaux, mais sachez qu'il existe ce classement phylogénétique et que les gens qui font de la classification travaillent avec ce type de classement. C'est le seul qui est adapté aux méthodes modernes d'analyse. Après cette présentation générale, je vais rentrer dans le vif du sujet et vous présenter les différents animaux en suivant comme plan, comme guide, le développement embryonnaire. Nous avons un premier problème quand on regarde l'histoire de l'évolution des animaux. En fait, en ce qui concerne les données paléontologiques, on passe d'emblée d'une situation où on n'a aucun fossile, uniquement de protozoaires, à une situation où on a des fossiles des êtres pluricellulaires animaux, mais on a d'emblée pratiquement tous les phylums, tous les embranchements qui sont représentés. Les deux gisements clés de cette transition sont les schistes du Burgess et la faune des Diacara, l'un en Australie et l'autre au Canada. Ces deux gisements révèlent d'emblée des précurseurs, des membres des différents phylums, de sorte que la paléontologie ne nous permet pas de dire quel phylum est apparu avant quel autre. Et ça, c'est une lacune de la paléontologie. Par contre, l'embryologie de ces différents phylums va nous permettre éventuellement de les hiérarchiser. Et c'est cela qui va faire le plan du cours que je vais vous faire. La première chose à considérer chez les animaux, c'est savoir s'il y a des tissus ou pas. Et on va avoir des animaux qui n'ont pas de véritable tissu et des animaux qui ont un véritable tissu, 2 ou 3 feuillets embryonnaires suivant les cas. Donc les premiers sont les parazoaires, un peu à côté des animaux, qui n'ont pas de ce vrai tissu. Et les autres seront les eumétazoaires, les véritables métazoaires, les véritables animaux. Alors l'exemple de parazoaire, vous avez ici le dessin d'une éponge. Et j'ai noté le parazoaire en brun ou bordeaux. En brun ou bordeaux, je mettrai des termes de systématique qui me servent à subdiviser le règne animal. Mais ne cherchez pas à savoir s'il s'agit de sous-règne, de super-embranchement, etc. C'est des termes de phylogénie qui me permettront de subdiviser le règne animal. J'aboutirai ensuite à des termes en vert qui sont les différents embranchements. En fait, je ne vais pas vous présenter tous les embranchements, mais certains, les plus importants, les plus connus, que je vais mettre toujours en vert. Enfin, dans chaque embranchement, je vous présenterai non pas la subdivision complète et toute la classification, ce qui serait fastidieux dans un petit cours comme celui-ci, mais uniquement quelques représentants des différentes espèces. Je mettrai soit le nom commun, comme éponge ici, soit je mettrai le nom latin en nomenclature binomiale avec genre et espèce. Et puis vous aurez une illustration pour vous rafraîchir la mémoire. Donc après les parazoaires, qui comprend donc un embranchement, les éponges, l'embranchement des spongiaires, où il y a différentes éponges, beaucoup d'espèces, eh bien nous avons donc ensuite les eumétazoaires, les véritables animaux qui ont 2 ou 3 feuillets embryonnaires.
La différence principale entre deux ou trois feuillets embryonnaires, c'est donc entre diblastique et triblastique, c'est la symétrie corporelle. Certains ont une symétrie radiaire, d'autres une symétrie bilatérale. La symétrie radiaire, symétrie par rapport à un axe, vous avez le dessin en A, tout à gauche de l'écran, vous avez une hydre. On voit qu'on a une symétrie par rapport à un axe central. Ces animaux à symétrie radiaire sont tous des diblastiques. Les diblastiques, lors de la gastrulation, il y a deux feuillets embryonnaires qui se forment, un ectoderme, un endoderme. L'un en bleu pour l'ectoderme et l'endoderme en vert. Donc une gastrulation très simple au cours du développement embryonnaire. Et cela va donner des individus qui ont une symétrie radiaire. Vous avez l'embranchement des cnidaires, qui est le plus connu de ce groupe des radiaires. L'embranchement des cnidaires comprend des animaux que vous avez déjà dû rencontrer comme les méduses. Il y a beaucoup d'espèces de méduses, j'en ai juste représenté une seule ici. Ou les hydres, ou éventuellement les coraux. Voilà donc pour les cnidaires. À l'opposé, on a donc tous les autres animaux qui ont une symétrie bilatérale, comme vous, avec une symétrie droite-gauche, ou ce homard qui est dessiné là, avec sa symétrie droite-gauche. Ces animaux à symétrie bilatérale, on les appelle les artiozoaires, artio de la racine grecque pour symétrie bilatérale, pour double en fait. Et tous ces artiozoaires sont des triblastiques avec 3 feuillets embryonnaires. Là, les choses vont se compliquer un petit peu et bifurquer. On va avoir parmi les artiozoaires triblastiques 2 groupes qui vont être complètement différents. Ces 2 groupes sont les prostomiens, d'une part, et les deutérostomiens, d'autre part. Beaucoup de critères permettent de les différencier. Le premier, celui qui est au milieu, c'est le blastopore. Chez les prostomiens, c'est la bouche qui se forme en premier. Prostomien, la bouche se forme en premier. Le blastopore se situe du côté de la future bouche. C'est ce qui vous est illustré là. Vous voyez l'archentéron qui se forme, l'ancêtre du tube digestif de l'embryon, avec un orifice, le blastopore, lors de la gastrulation. Et secondairement, va s'ouvrir une deuxième ouverture qui sera l'anus. Avoir une deuxième ouverture, c'est quelque chose d'innovant. Les êtres vivants précédents, les diblastiques, n'avaient qu'un seul orifice à leur tube digestif. À partir des triblastiques, nous avons 2 orifices. Et un deuxième orifice s'ouvre à l'opposé du blastopore. Chez les deutérostomiens, la bouche se forme en deuxième. C'est-à-dire que le blastopore, c'est le futur anus. Et la bouche est un deuxième orifice du tube digestif qui s'ouvre à l'autre extrémité de l'archentéron. L'homme, par exemple, est un deutérostomien. Alors, vous avez peut-être déjà vu dans le cours correspondant que la bouche de l'homme s'ouvre sur le tube digestif avant que la membrane cloacale ne disparaisse. Ça, c'est de la séquence temporelle, propre à l'espèce humaine. La bouche s'ouvre un petit peu avant de l'anus. Mais en ce qui concerne l'emplacement de la bouche et l'emplacement de l'anus, il reste toujours vrai dans l'espèce humaine que l'anus est du côté du blastopore. Donc, l'emplacement de l'anus a été fixé en premier et l'emplacement de la bouche, à l'opposé, s'est fixé en deuxième. L'homme est donc un deutérostomien. Donc ça, prostomien, deutérostomien, c'est donc le devenir du blastopore. C'est la première différence entre les 2 groupes. Deuxième différence, la segmentation. Chez les prostomiens, la segmentation se fait de façon spirale et de type déterminé. Nous verrons plus tard ce qu'on appelle déterminé. Mais elle se fait de façon spirale. Vous le voyez, il y a 2 clivages qui donnent 4 blastomères. Puis quand arrive le 3e clivage qui va vous donner 8 cellules, eh bien on s'aperçoit que certains blastomères ne sont pas superposés aux autres. C'est en spirale. C'est illustré sur le dessin. À l'opposé, les deutérostomiens ont une symétrie, une segmentation radiaire. Quand on en est au stade 8 cellules, on a les 4 blastomères petits, là, les 4 blastomères animaux qui sont superposés aux 4 blastomères de type végétatif qui sont en dessous. Mais si tous les blastomères ont la même taille, on en reste quand même avec cette segmentation de type radiaire et une mûre bien coupée en 8. Troisième différence entre prostomien et deutérostomien, c'est la formation du célome. Chez les prostomiens, le célome, qui sépare les 2 feuillets du mésoderme, se forme par schizocélie. Quand il y a un célome chez les prostomiens, il se forme par schizocélie. On verra effectivement que certains prostomiens n'ont pas de célome. Mais quand il se forme, c'est par schizocélie, c'est-à-dire que c'est une fente au milieu du mésoderme qui va faire en sorte qu'on sépare 2 lames de mésoderme, et l'une deviendra la splanchnopleure et l'autre la somatopleure.
À l'opposé, on dit que chez les deutérostomiens, le cellome se forme par entérocélie, c'est-à-dire que le cellome est primitivement un diverticule de l'arc-entéron. Alors ce terme d'entérocélie, il est toujours mis dans les livres, je l'ai remis dans le cadre de ce cours, mais vous verrez dans deux exemples, celui de l'homme que vous connaissez, celui des amphibiens que je vous présenterai dans un cours ultérieur, que cette notion d'entérocélie est très difficile à adapter à la réalité des faits. Par contre, pour ce qui est de la schizocélie, ce mode de formation, lui-là, est parfaitement avéré chez tous les prostomiens que l'on a pu étudier. Alors, les prostomiens sont aussi appelés des hyponeuriens. Pourquoi? Simplement parce que le tube nerveux se situe en dessous du tube digestif. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette distinction hyponeurien ou le terme contraire. Donc chez les hyponeuriens, les prostomiens hyponeuriens, on a parfois un cellome et parfois il n'y en a pas. On va donc distinguer trois groupes, les acélomates, les pseudocélomates et les célomates. Acélomate, le mésoderme ne se creuse pas d'une cavité célomique. Et ce sera l'exemple des vers plats. Il n'y a donc qu'un massif plein de cellules qui va séparer l'endoderme de l'ectoderme. Chez les autres êtres vivants, pseudocélomates et célomates, il y aura une cavité qui permettra que les mouvements du corps, muscles et ectoderme, soient indépendants du péristaltisme et des mouvements du tube digestif. Chez les pseudocélomates, cette cavité, elle est entre le mésoderme et le tube digestif. Chez les vrais célomates, c'est une cavité qui est au milieu du mésoderme. On a donc deux feuillets de mésoderme, la splanchnopleur et la somatopleur. Et on a donc un véritable cellome. Alors comme exemple, vous avez les vers plats, les vers ronds et les vers annelés. Ça va être l'objet des diapositives suivantes. En petit aparté, il serait faux de croire que les acélomates soient forcément les plus primitifs et les célomates les plus évolués. C'est ce que l'on croyait avant, c'est aussi généralement dans le sens-là qu'on vous présente le règne animal, en vous disant d'abord il n'y a pas de cellome, puis ensuite il y a un cellome, et on se rapproche petit à petit de l'homme, qui est un célomate aussi, mais deutérostomien. En fait, les données paléontologiques ne nous donnent pas grand-chose, et les données génétiques semblent nous dire que les acélomates seraient plutôt des anciens célomates qui auraient secondairement perdu leur cellome suite à une adaptation à des modes de vie plus simples, par exemple des modes de vie parasitaires. Je ne dis pas que tous les acélomates sont des parasites, mais il y en a quand même beaucoup. Alors, le cellome des prostomiens, nous avons donc acélomates, pseudocélomates et célomates. D'abord, je vais vous présenter les acélomates, avec tout d'abord donc les vers plats. Les vers plats, eh bien, c'est l'embranchement des platelmintes. Donc en vers, un embranchement, les platelmintes, pour illustrer nos prostomiens acélomates. Alors les platelmintes comprennent différentes espèces, beaucoup de parasites, je vous l'avais dit. En voilà trois exemples qui appartiennent à trois sous-groupes des platelmintes différents. D'abord les ténias, ténias ou vers solitaires. Alors je vous ai montré ici le dessin d'un ténia sp. Il y a plusieurs espèces de vers solitaires chez l'homme, ces différentes espèces de ténias. Genre ténia avec une majuscule, et sp pour spécies parce que je ne vous précise pas les différentes espèces. Autre exemple de parasite, de la douve du foie, qui parasite le foie des vaches. Vous avez donc Fasciola hepatica. C'est un parasite du foie des ruminants, et l'homme peut se contaminer en mangeant du foie qui a été parasité. Normalement, cela ne préoccupe plus trop la santé humaine, puisque ces foies sont éliminés dans les abattoirs. Autre exemple, schistosoma, là encore SP, il y a trois principales espèces de schistosomes qui donnent une maladie grave chez l'homme, la schistosomiase, qu'on appelle aussi bilharziose. La schistosomiase, elle touche à peu près 400 millions d'êtres humains sur la Terre. C'est la deuxième maladie parasitaire après le paludisme. Quand je vous donne trois exemples comme ça d'animaux pour le groupe des platelmintes, je m'attends à ce que vous en reteniez au moins deux. Ce qui fait que si je vous pose une question, je vous parlerai de ténia et de fasciola, et si vous vous rappelez l'un des deux, eh bien vous saurez dans quel groupe il fait et vous pourrez répondre aux questions. Je n'essaierai pas de vous prendre en traite en vous présentant un animal d'un embranchement et un animal d'un autre embranchement. Ce que je veux, c'est que vous ayez une idée assez précise, mais pas complètement exhaustive, de quels animaux font partie de quels embranchements et de leur niveau d'organisation. Deuxième groupe de prostomiens, les pseudocélomates.
L'exemple classique, ce sont les vers ronds ou nématelmintes. Dans les nématelmintes, des espèces parasites et des espèces qui ne le sont pas. Dans les espèces parasites, beaucoup de parasites classiques de l'espèce humaine, les ankylostomes, les oxyures. Là, je donne des noms génériques parce que les noms latins sont beaucoup trop compliqués à retenir et dans le langage courant de tous les jours, on parle d'ankylostome ou d'oxyure. Vous avez là l'ankylostome adulte dessiné. L'oxyure, vous avez l'œuf. Pourquoi? Parce que c'est sous cette forme-là qu'on le diagnostique chez l'homme. On fait un examen des selles et on sait si l'enfant est contaminé par des oxyures ou pas en voyant s'il y a eu des pontes d'œufs dans les selles. Ce sont des parasites du tube digestif. Donc, ankylostome et oxyure, vous les rencontrerez principalement chez les enfants. Les adultes ont plus facile pour s'en débarrasser. La trichine, c'est un parasite d'animaux. Et vous voyez ici une larve de type 3, qui est enquistée dans des muscles. Et l'homme se contamine, bien sûr, en mangeant ces muscles. Donc c'est classiquement des viandes de cheval ou de porc qui peuvent être infestées par des trichines. Là encore, des contrôles sanitaires permettent d'éviter que l'homme, normalement, soit contaminé. Enfin, Caenorhabditis elegans, ce n'est pas un parasite, c'est un petit ver rond qui vit dans le sol, qu'on peut élever en laboratoire dans de la gélose nutritive et qui sert de modèle en embryologie. J'en dirai 2-3 mots dans le cadre du cours suivant. Enfin, nous attaquons le grand groupe des célomates, qui est extrêmement important du point de vue du nombre d'espèces vivantes. Dans les célomates, je dois vous présenter 3 embranchements différents. Chez les prostomiens célomates, on aura donc les annélides ou vers annelés. Ils sont assez classiques. Vous connaissez le lombric ou ver de terre. Il y a aussi la sangsue, qui est un autre exemple de ver annelé. Ensuite, il y a les mollusques. Les mollusques occupent une place à part parce que leur système nerveux peut être soit complètement atrophié, dans le cas des moules, soit extrêmement développé, dans le cas des calmars, pieuvres, seiches, etc. Ces céphalopodes, c'est le nom de tout le groupe du calmar, de la pieuvre et de la seiche, ont un système nerveux très développé et sont même capables d'un certain apprentissage, comme par exemple ouvrir un bocal. Donc ça se fait en laboratoire, mais on s'est aperçu que les mollusques étaient très évolués. Ils ont aussi des yeux qui sont très proches des nôtres. Autre groupe de mollusques, les escargots. Donc c'est quand même un groupe qui, à part cet intérêt évolutif, a un intérêt culinaire pour l'homme, puisque nous nous nourrissons de beaucoup de membres de cet embranchement des mollusques. L'embranchement des arthropodes est très important, voire plus, c'est l'embranchement où il y a le plus grand nombre d'espèces animales sur la Terre. On pense que la moitié ou plus de la moitié des espèces vivantes sur la Terre, animales, sont des arthropodes. Il y a sans doute plus de 1 million ou de 2 millions d'espèces d'insectes. Et pour l'instant, répertorié, je crois qu'on doit en être à 1,5 million ou 1,8 million espèces animales sur la Terre. On est à 1 million d'espèces d'insectes, tout peu s'en faut, et il y en a encore beaucoup à découvrir. Donc les arthropodes, c'est l'immense succès de l'évolution, c'est là où la diversité a atteint ses sommets. Alors chez les arthropodes, il y a le groupe des insectes, exemple la mouche, la Musca domestica dont je vous ai déjà parlé. Vous avez le groupe des araignées, dont je vous ai représenté un exemplaire ici avec l'épère, et le groupe des arthropodes, le homard, et puis différents fruits de mer qui font aussi partie de ce groupe des crustacés. Donc mouche, épère, homard, voilà des exemples d'arthropodes, et retenez que c'est cet embranchement-là qui contient plus de la moitié des espèces animales vivantes sur Terre. Alors jusqu'à présent, je vous ai parlé donc de ces prostomiens, qu'on appelle aussi les hyponeuriens. Je vais parler maintenant de l'autre groupe, qui sont les deutérostomiens. Les deutérostomiens sont des épineuriens, c'est-à-dire que leur tube nerveux est au-dessus du tube digestif. Si vous regardez une vache, un chien, un cheval, le tube nerveux qui est dans la colonne vertébrale est au-dessus du tube digestif. Tous les autres dont je vous ai parlé avant, les prostomiens, c'était des hyponeuriens. Le tube nerveux était ventral. Donc à l'opposé, chez les deutérostomiens, le tube nerveux est dorsal. On dit que ce sont des épineuriens. Alors, par un souci d'exactitude, je suis obligé de vous dire que certains sont épineuriens et d'autres épithélioneuriens, parce que chez les épithélioneuriens, le tube nerveux n'est pas totalement dissocié de l'ectoderme. Donc ne retenez pas le terme épithélioneurien, je le mets juste là pour souci d'être complet. Alors, 2 exemples de deutérostomiens, les échinodermes, c'est le groupe des oursins et des étoiles de mer, l'embranchement des oursins et des étoiles de mer, et l'autre embranchement, c'est l'embranchement des chordés, avec notre espèce qui en fait partie.
Voici, pour un peu terminer ce chapitre, un exemple d'arbre phylogénétique. Il est pris dans un livre, vous pourrez aller dans d'autres livres trouver d'autres arbres, et vous les trouverez sans doute à chaque fois tous différents. Pourquoi? Eh bien parce que ce que je vous ai raconté, c'est une histoire qui est basée sur l'embryologie. On est parti des parazoaires et des vrais métazoaires, des œufs métazoaires, sur l'absence ou la réalité de tissus. Et ensuite, j'ai fait des distinctions sur le type de symétrie, avec deux tissus diblastiques ou trois tissus triblastiques. Puis ensuite, on a parlé des acélomates, pseudocélomates et des vrais célomates, avec une distinction prostomien de pterostomien. Suivant les livres, vous trouverez qu'on sépare d'abord prostomien et deutérostomien, ou qu'on sépare d'abord acélomates, pseudocélomates et vrais célomates. Cela change suivant les livres. Les deux histoires, parce qu'il s'agit d'histoires à ce niveau-là, sont plus ou moins valides pour les raconter. La réalité des faits, nous ne l'aurons pas avec la paléontologie, nous l'aurons avec le séquençage et les études de phylogénie à partir de l'ADN. Et ces études-là sont en cours, donc il est fort probable que l'arbre réel du vivant, ou ce que l'on pourra en trouver comme trace dans l'évolution du génome, eh bien, sera peut-être un petit peu différent. Quoi qu'il en soit, ce que vous devez retenir, c'est la signification de ces différents termes, symétrie radiaire, diblastique, triblastique, acélomate, etc. Et puis retenir quelques-uns des embranchements que je vous ai, enfin retenir les embranchements que je vous ai présentés, qui ne sont que quelques-uns parmi tous ceux qui existent. Ne cherchez pas non plus à dire quel est le niveau hiérarchique entre l'embranchement des cordées et le règne animal. Vous avez eumétazoaire, parazoaire, radiaire, etc. Ce sont des termes de phylogénie, donc ils ont un niveau hiérarchique de type sous-règne, sous-sous-règne, super-embranchement, etc. C'est pas la peine de leur donner un niveau hiérarchique. Vous voyez très bien que quand on fait un arbre de phylogénie, on a des embranchements dans l'arbre, des bifurcations, et que chaque bifurcation, on ne va pas lui donner un niveau. On dessine l'arbre et on donne un terme à chaque embranchement et cela suffit. En troisième partie du cours, nous allons parler maintenant d'un embranchement plus particulier qui nous intéresse, qui sont les chordés, et plus particulièrement des vertébrés qui en font partie. Et je vais vous parler de leurs annexes embryonnaires parce qu'elles illustrent très bien un aspect de l'histoire des vertébrés. Voici tout d'abord une présentation des vertébrés. Alors, dans l'embranchement des chordés, on distingue deux sous-embranchements, les vertébrés qui vont nous intéresser, et les prochordés. Les prochordés comprennent deux classes, les céphalochordés, avec l'amphioxus, et les urochordés, avec les acidies. Alors vous avez ici quelques termes qui sont à retenir. Vous retenez soit le nom vernaculaire, soit le nom latin, selon ce qui vous est le plus facile. Acidie me semble plus facile à retenir que Siona, donc retenez acidie. Donc deux groupes de prochordés qui vivent essentiellement dans la mer. Et puis deux classes de prochordés. Ensuite, dans le sous-embranchement des vertébrés, nous avons deux classes, les agnates, qui n'ont pas de mâchoire, et les gnatostomes, dont la bouche a une mâchoire. Les agnates correspondent à la classe des cyclostomes, et cela correspond à la lamproie, qui a une ventouse à la place de la mâchoire, au niveau de la bouche. Ensuite, dans les gnatostomes, qui sont donc des vertébrés à mâchoire, on a deux superclasses, les poissons, les tétrapodes. La distinction est facile. Les poissons, eh bien, ce sont ceux qui vivent dans l'eau, les poissons osseux et les poissons cartilagineux. Poissons cartilagineux, c'est les chondrichtiens. Vous avez un exemple de requin qui est dessiné ici. Poissons osseux, vous avez la truite, mais beaucoup des poissons que vous retrouvez dans votre assiette sont des poissons osseux. Ensuite, on a les tétrapodes. Les tétrapodes ont commencé à sortir de l'eau pour vivre sur la terre ferme. Et on a quatre classes de tétrapodes que vous avez déjà entendu parler, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères. Alors pour rentrer un petit peu dans les détails, parce que c'est quand même un groupe important, les tétrapodes, les amphibiens, il y a les anoures, qui correspondent aux amphibiens qui n'ont pas de queue, les grenouilles par exemple, vous avez ici la grenouille verte, Rana, et puis vous avez les urodèles, qui ont des queues comme le triton ou la salamandre. Donc c'est deux ordres qui font partie de la classe des amphibiens. Chez les reptiles, eh bien, il ne reste plus grand-chose depuis la fin des dinosaures et de la fin de tout ce qui était reptile. Ils ont subsisté globalement 4 ordres de survivants de reptiles. Les chéloniens, c'est les tortues. Vous avez ici la tortue grecque. L'ordre des ophidiens, c'est les serpents. Vous avez ici un python. La vipère aurait très bien fait l'affaire. L'ordre des crocodiliens,
eh bien, vous avez différentes espèces de crocodiles et caïmans qui ont survécu. Et puis, il y a l'ordre des lézards, Lacerta en latin, Lacerta muralis, ici c'est le lézard des murs. Donc on dit l'ordre des lacertiliens ou l'ordre des sauriens, pour l'ordre des lézards. À partir de l'un de ces reptiles, a évolué un groupe d'animaux qui peu à peu ont pris de l'ampleur, qui sont les oiseaux. Donc vous avez la classe des oiseaux, vous avez ici le sagittaire, le serpentaire si vous préférez, donc un exemple d'oiseau. Et puis vous avez la classe des mammifères, qui nous intéresse beaucoup plus, qu'on va distinguer selon qu'ils sont des véritables euthériens avec un véritable placenta. On va distinguer 3 sous-classes dans les mammifères. Tout d'abord, les monotrèmes, ou proto-terriens, c'est l'ornithorynque, ils pondent des œufs, il est vraiment à part. Les marsupiaux, ou métatériens, avec leur poche marsupiale et leur développement mixte, d'abord un petit bébé très petit, et ensuite la fin du développement dans la poche marsupiale. Et puis les euthériens, avec le véritable placenta, et la naissance de petits qui sont déjà autonomes. Donc les euthériens, les mammifères placentaires. Vous avez ici un rat. L'histoire des tétrapodes, et l'histoire de tous les vertébrés, est ponctuée par l'évolution des annexes embryonnaires. Ces annexes embryonnaires, ce sont des organes provisoires. C'est ce que nous allons commencer par définir. Ces organes provisoires sont situés en dehors du corps de l'embryon, et des fois vous verrez les termes annexes extra-embryonnaires. Les deux termes sont rigoureusement synonymes. On dit annexe embryonnaire ou extra-embryonnaire, de toute façon ça veut dire la même chose, c'est en dehors du corps de l'embryon. Ces annexes n'interviennent pas dans la formation de ses propres organes. Alors, ça ne veut pas dire que les annexes disparaissent et sont résorbées à la naissance, c'est ce qui est marqué en 4, mais il est possible que certaines cellules apparaissent dans les annexes et ensuite migrent dans l'embryon. Par exemple, les cellules sanguines, qui apparaissent en fait d'abord dans certaines annexes et qui ensuite viennent dans le corps de l'embryon. Mais les tissus en eux-mêmes, qui sont des annexes extra-embryonnaires, ne termineront pas dans le corps de l'embryon. Le rôle de ces annexes, c'est la protection et la nutrition de l'embryon. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Il y a, chez les vertébrés, 4 types d'annexes. Tous n'ont pas les 4 annexes, mais au maximum, on va trouver ces 4 annexes-là. Alors vous avez ici une coupe transversale d'un cordé. C'est juste pour vous montrer le code classique de mettre l'ectoderme et le tube nerveux en bleu, le mésoderme en rouge, avec la corde ici, somatopleur, spontnopleur, et le tube digestif, dérivé de l'endoderme, en vert. C'est donc le code couleur habituel pour présenter les 3 feuillets d'un triblastique. Et là, on a un triblastique épineurien. La vésicule vitelline, ce sera des dérivés de l'endoderme et du mésoderme extra-embryonnaire. Donc endoderme en vert, mésoderme en rouge, extra-embryonnaire. Des dérivés donc, de ces deux tissus à l'état extra-embryonnaire vont donner la vésicule vitelline. De même, la lantoïde sera dérivée d'endoderme et de splanchnopleure extra-embryonnaire. Alors, ce n'est pas seulement du mésoderme pour ces deux-là, c'est plutôt de la splanchnopleure extra-embryonnaire, donc le feuillet du mésoderme qui est collé à l'endoderme. À l'opposé, amnios et chorion sont en continuité avec l'ectoderme et la somatopleure. Donc, sont des dérivés de l'ectoderme et somatopleure extra-embryonnaire. Le pointillé sous vésicule vitelline et allantoïde, c'est pour vous dire que ce sont primitivement ces 2 annexes-là qui peuvent être vascularisées. Les 2 autres ne sont pas à l'origine vascularisées. Pour vous montrer ces différentes annexes, nous allons étudier un exemple. L'exemple classique que l'on montre, c'est l'embryon de poulet. Pourquoi lui ? Bien, parce qu'il est très facile à observer. Il suffit d'avoir un œuf qui est couvé et de l'ouvrir à différents temps d'incubation. Et puis parce que c'est un œuf l'œuf de poulet présente toutes les 4 annexes extra-embryonnaires. En fait, poulet, oiseaux et les reptiles font partie des sauropsidés, c'est parce qu'ils ont leurs 4 annexes extra-embryonnaires. Il y en a moins chez les poissons et chez les amphibiens, et elles ont été transformées par la placentation chez les mammifères. Donc l'exemple canonique pour montrer les annexes, c'est oiseau ou reptile, donc l'embryon de poulet. Voici un œuf d'embryon de poulet à 20 heures d'incubation. Vous avez le jaune de l'œuf et le blanc. À la surface du jaune, il y a un petit point rouge, normalement à la ponte, qui est la cellule œuf, fusion entre l'ovule et le spermatozoïde. Cet œuf se divise, donne plusieurs cellules, la gastrulation a lieu, et 20 heures après, on obtient
ce schéma-là d'un embryon qui se développe à plat à la surface du jaune de l'œuf. On a donc déjà reconnaissable les différentes pièces du mésoderme, la corde, l'ectoderme et l'endoderme. Simplement, ectoderme, endoderme et les deux feuillets du mésoderme sont à plat et ne sont pas continus. Ils sont simplement ouverts et ils vont essayer d'englober progressivement le jaune de l'œuf. À 33 heures, vous voyez que ce n'est pas terminé. L'endoderme n'a pas fini de coloniser la surface du jaune de l'œuf pour l'englober complètement. Mais on parle déjà de vésicule vitelline, c'est-à-dire d'un endoderme et d'une splanchnopleure extra-embryonnaire qui, peu à peu, va essayer d'englober la totalité de l'œuf. À l'opposé, au-dessus, on aura le chorion, ectoderme et somatopleure extra-embryonnaire, qui elle aussi essaye de doubler ça. Tout ceci se passe à l'intérieur de ce qu'on appelle la membrane vitelline. La membrane vitelline, c'est acellulaire, c'est pas composé de cellules, et c'est ce qui englobe le jaune de l'œuf, et qui le sépare du blanc. Donc à l'intérieur de cette enveloppe, eh bien, la vésicule vitelline, elle, en divisant ses cellules, essaye d'envelopper complètement le jaune de l'œuf. Le rôle de cette vésicule vitelline, c'est d'assurer justement la mobilisation des réserves du jaune pour les amener à l'embryon. Au tout début, au stade 20 heures, par simple diffusion, les aliments pouvaient arriver à l'embryon. Maintenant que l'embryon commence à être beaucoup plus gros, qu'il va se décoller en plus de la surface du jaune, il va falloir amener les nutriments depuis le jaune jusqu'à l'embryon, et ce sera le rôle de vaisseaux sanguins qui se formeront dans la vésicule vitelline. Donc en fait dans la splanchnopleure de la vésicule vitelline. Le rôle de la vésicule vitelline, c'est essentiellement la nutrition de l'embryon en mobilisant les réserves du jaune de l'œuf. Dans d'autres œufs, comme par exemple les œufs d'amphibiens ou les œufs de poissons, eh bien la vésicule vitelline est présente, c'est d'ailleurs la seule annexe qui est présente à ce moment-là, dans ces œufs-là, et elle a aussi un rôle de nutrition. Le chorion, pour l'instant, n'a pas beaucoup de rôle, il y en aura un par la suite, mais on voit qu'il y a un repli du chorion qui va se former d'abord en région antérieure, puis en région postérieure de l'embryon. Là, on le voit non pas en coupe, mais en coupe longitudinale, c'est l'embryon, c'est un schéma grossier. Et le repli de ce chorion va nous donner une autre annexe embryonnaire, l'amnios. Les deux replis antérieurs et postérieurs du chorion vont se rejoindre au-dessus de l'embryon, et cela va donner l'amnios, qui sera lui aussi, comme le chorion, composé d'ectoderme et de somatopleure. En fusionnant, ces deux lèvres du chorion donnent l'amnios, et vous voyez qu'ils vont isoler un massif de liquide qui va se retrouver coincé entre l'amnios et l'embryon. Ce massif de liquide, c'est la cavité amniotique, le liquide amniotique. Il va avoir différents rôles. D'abord, ça va faire un matelas de liquide autour de l'embryon. Ça va le protéger un petit peu des chocs mécaniques. Mais surtout, ça va le protéger contre le dessèchement. Grâce à cette poche de liquide amniotique autour de l'embryon, cet œuf de poule peut être pondu sur la terre ferme. Et c'est là une innovation qui a permis à ce que les sauropsidés, reptiles et oiseaux, puissent coloniser la terre ferme et pondre leurs œufs sur la terre ferme. Alors que les amphibiens pondent leurs œufs dans l'eau, donnent un tétard qui après pourra sortir de l'eau après sa métamorphose, les reptiles et les oiseaux, eux, pondent leurs œufs sur la terre ferme et le petit qui naît est déjà adapté à la vie aérienne. Et ça, c'est grâce, le point clé de cette adaptation, c'est l'amnios, parce que le liquide amniotique va protéger l'embryon contre le dessèchement, de sorte que l'embryon se développe dans un milieu liquide, entouré de son liquide amniotique. Les autres rôles de l'amnios, c'est donc une protection mécanique, parce qu'un petit matelas hydrique, ça va bien mieux répartir les chocs mécaniques quand l'œuf va être secoué, et un petit rôle de protection thermique, parce que un petit matelas de liquide, eh bien, ça va donner une certaine inertie thermique qui permettra que l'œuf ait un petit peu plus d'autonomie et, avec juste la couvaison, eh bien, il sera assez protégé des variations thermiques. Même s'il n'est pas couvé, il sera mieux protégé contre les variations qu'en dans le cas des reptiles qui ne couvent pas leurs œufs. Donc, l'amnios, 3 rôles principaux, mais le principal, c'est la protection contre la dessiccation. La 4e annexe embryonnaire à apparaître, c'est la lantoïde. Elle apparaît en tant que diverticule du tube digestif. Donc elle est composée, la lantoïde, d'endoderme extra-embryonnaire et de splanchnopleure extra-embryonnaire. La lantoïde aussi est vascularisée. Le rôle de la lantoïde, c'est le stockage des déchets azotés.
L'œuf a du métabolisme, il va donc produire des déchets azotés, il faut les stocker. Ils ne peuvent pas être sortis de l'enveloppe de l'œuf. Ces déchets azotés vont être stockés non pas sous forme d'ammoniac, ce qui serait complètement toxique, ni sous forme d'urée, c'est soluble et ça peut suffire pour un poisson dont les œufs sont pondus dans l'eau. L'urée va diffuser dans le milieu extérieur et il s'éliminera de l'œuf. Ici, dans un œuf qui est pondu sur la terre ferme, l'urée pourrait être très vite toxique pour l'œuf, pour l'embryon. Donc cette urée va se cristalliser sous forme de cristaux d'urate, qui ne sont pas osmotiquement actifs. Et donc on pourra stocker des cristaux d'urate dans l'allantoïde sans qu'il y ait de diffusion à l'extérieur, puisque c'est un cristal, ce n'est pas un soluté, et il n'y aura pas donc de problème de pression osmotique ou de diffusion à travers l'allantoïde. L'allantoïde, c'est donc un piège pour les déchets azotés qui vont être stockés sous forme de cristaux d'acide urique ou d'urate. L'allantoïde est séparé du chorion par un cellome extra-embryonnaire. L'allantoïde est composé de splanchnopleure extra-embryonnaire, le chorion de somatopleure extra-embryonnaire, c'est en continuité avec la splanchnopleure et la somatopleure de l'embryon. Entre ces deux feuillets dans l'embryon, c'est le cellome. Et bien donc ici, entre les deux feuillets, c'est le cellome extra-embryonnaire, qui est très gros sur ce dessin. Cela dit, il n'y a rien de plus plein qu'un œuf. Donc ce cellome extra-embryonnaire, je l'ai fait exprès très gros sur le dessin pour que vous puissiez comprendre quelque chose au milieu de tous ces traits. En fait, dans la réalité, il est virtuel cet espace. Les deux feuillets sont accolés. L'allantoïde est tout de suite accolé sous le chorion. Et en fait, on va même parler de chorio-allantoïde. Et le chorion-allantoïde, ou membrane chorio-allantoïdienne, ça devient une autre annexe, ça donne un rôle au chorion qui va être vascularisé. Et le chorion, vascularisé grâce à l'allantoïde, dans cet allantochorion, va avoir un autre rôle, celui de pouvoir mobiliser les réserves du blanc de l'œuf. Le chorion est dessiné sur mon schéma. Au-dessus de ce schéma, il y a le blanc de l'œuf. C'est là où était la séparation entre le blanc et le jaune à l'origine. Eh bien, le blanc de l'œuf est toujours là, et c'est le chorio-allantoïde ou allantochorion, qui va mobiliser les réserves de l'œuf. Ça, c'est le premier rôle important de l'allantochorion. Le deuxième rôle, c'est que le chorion va se retrouver plaqué à certains endroits sous la coquille. Son deuxième rôle va être de digérer légèrement la coquille pour récupérer du calcium et l'incorporer à l'embryon pour qu'il puisse synthétiser ses os. Ça va donc être un rôle dans le métabolisme du calcium. Et le troisième petit effet, c'est qu'en récupérant le calcium de la coquille de carbonate de calcium dans un œuf de poule, la coquille va être fragilisée. De la sorte, l'éclosion en sera facilitée à la fin de l'incubation. C'est le troisième rôle de l'allantochorion. Et un quatrième rôle sera que la coquille étant poreuse au gaz, l'allantochorion pourra assurer la respiration de l'embryon. Quand l'embryon va commencer à avoir une certaine taille, le métabolisme va être beaucoup plus exigeant en échange gazeux, oxygène contre CO2, et c'est l'allantochorion qui va assurer ça, d'une part à travers la coquille, mais aussi à travers une petite poche de gaz qui est la chambre à air, qui est située à l'intérieur de l'œuf, et qui sera elle aussi accolée par l'allantochorion, ce qui permettra des échanges gazeux. Donc 4 rôles pour l'allantochorion: digestion du blanc de l'œuf, récupération du calcium, fragilisation de la coquille et respiration. Enfin, nous attaquons maintenant ce qui concerne le développement les annexes embryonnaires des mammifères. Chez les mammifères, le lignage cellulaire est légèrement différent, puisque le chorion va donner le trophoblaste, le syncytiotrophoblaste, et va se vasculariser. Alors, on peut distinguer parfois un allantoplacenta ou un non-phalloplacenta, selon que les vaisseaux sanguins du placenta viennent plutôt de l'allantoïde ou plutôt de la vésicule vitelline. Ces deux annexes sont relativement virtuelles chez l'homme, et la distinction n'est pas facile à faire chez l'homme, et n'a pas tellement d'intérêt dans l'histoire de l'anatomie comparée. Simplement, certaines espèces, on voit clairement qu'il s'agit d'un non-phalloplacenta, d'autres d'un allantoplacenta, selon que c'est l'allantoïde ou la vésicule vitelline qui envoie ces vaisseaux pour coloniser le chorion et donner le placenta. Dans l'espèce humaine, la distinction paraît un peu spécieuse. Donc, j'en dirai pas plus. Ce qui m'intéresse le plus sur le placenta, c'est comment les rapports anatomiques se font entre le placenta
et la muqueuse de l'utérus de la mère. On va avoir, selon ces différents rapports anatomiques, 4 types de placentation. Tout d'abord, les placentations indéciduées. Dans la placentation indéciduée ou épithélio-choriale, on va avoir accolement du chorion et de la muqueuse utérine. Et vous avez la nutrition de l'embryon qui se fera par du lait utérin, c'est-à-dire qu'il y a des petites lacunes entre les deux épithéliums, l'épithélium utérin et l'épithélium placentaire, EU ou EP sur le schéma. Entre les deux, il y a une petite lacune. Elle peut se combler de lait utérin, liquide nutritif, sécrété par la mère et qui sera utilisé par l'embryon. Ces placentations épithélio-choriales, du point de vue du sac du chorion, sont diffuses, c'est-à-dire que le placenta est diffus sur toute la surface du chorion. Ce placenta diffus se rencontre chez le porc, le cheval, les cétacés, les éléphants. Il peut aussi être disposé seulement dans des cotylédons, de la taille d'un petit point sur une vache par exemple. Ces placentas cotylédonaires, les cotylédons, sont présents chez les ruminants, vaches ou chèvres, moutons. Alors on disait parfois que ce placenta n'était pas épithélio-chorial mais conjonctivo ou syndesmo-chorial. Peu importe, j'avais le terme là pour être complet, mais je les ai tous groupés sous le terme épithélio-chorial. L'étape suivante, ce sont des placentas dits endothéliocoriales, c'est-à-dire qu'il va y avoir abrasion de la muqueuse utérine, de sorte que l'endothélium des vaisseaux de la mère sera au contact du chorion de l'embryon. Donc un placenta endothéliocorial, ce qui vous est illustré donc dans le schéma du milieu. Ces placentas endothéliocoriaux, au point de vue anatomique, sont présents sous la forme d'un anneau tout autour du sac chorial. On dit que ce sont des placentas zonaires. On les rencontre chez les carnivores, l'ordre des carnivores qui correspond aux chiens, aux chats, à l'ours. Donc placenta zonaire pour les carnivores. Vous remarquerez que à ce moment-là, la séparation entre le sang maternel et le sang de l'embryon est beaucoup plus fine, puisqu'il n'y a pas deux épithéliums qui vont se séparer, mais seulement un seul épithélium, et puis il y a l'endothélium, bien sûr, des vaisseaux de la mère. Donc des substances pourront passer plus facilement d'une circulation à une autre. Enfin, vous avez le placenta hémocorial, où là l'abrasion par le trophoblaste va être beaucoup plus forte, de sorte que même l'épithélium de la muqueuse utérine est érodé, et vous avez des lacs sanguins maternels, LSM, des lacs sanguins maternels, qui vont baigner les villosités choriales. Donc le chorion va être en contact directement avec le sang maternel. Il s'agit là d'un placenta qui généralement est présent sous la forme d'un disque à la surface du chorion. On a un placenta discoïde qu'on rencontre chez les primates, donc l'homme ou les singes, chez les rongeurs, rats-souris, les chiroptères, c'est-à-dire les chauves-souris, et les insectivores. Ce placenta discoïde, donc, est hémocorial. Alors ici, les échanges entre la circulation sanguine maternelle et fœtale pourront être plus faciles, puisque très peu d'épaisseur va séparer les deux circulations. Mais ce qu'il faut noter en rouge, quelque part, c'est qu'en aucun cas, pas plus ici dans le placenta hémocorial que dans le placenta épithélio-chorial ou endothéliocorial, jamais il n'y a communication directe entre le sang de la mère et le sang du fœtus. Les deux sont toujours séparés, sauf situation pathologique. Mais dans une situation normale, il n'y a jamais continuité entre les deux circulations. La conséquence de ces différents types de placentation, c'est que vous aurez quand même à l'idée que quand un produit doit être testé pour savoir s'il va être tératogène, nocif pour une femme enceinte, il faudrait le tester sur animaux. Et on ne va pas le tester sur n'importe quel animal, on va se baser sur des animaux dont le type de placentation est le plus proche de celui de l'homme, là où on va avoir aussi un placenta de type hémocorial, parce que les substances ne vont pas diffuser de la même façon à travers les différents types de placenta. Autre conséquence, si le bébé de l'homme peut naître avec des anticorps dans sa circulation, des anticorps qui ont été amenés par la circulation de la mère, qui ont diffusé à travers le placenta hémocorial, un petit veau, donc ruminant, placenta cotylédonaire épithélio-chorial, n'a aucun anticorps dans sa circulation à sa naissance. Il est donc absolument sans défense contre n'importe quelle bactérie parce qu'il n'y a aucun anticorps maternel dans sa circulation. En fait, il va récupérer des anticorps qu'en buvant le premier lait, le colostrum.
les anticorps ne peuvent pas traverser la double paroi d'un placenta épithélio-chorial. Donc les substances ne diffusent pas de la même façon, par exemple les anticorps, dans les différents types de placenta. D'où l'importance, quand on va tester si un médicament est acceptable ou nocif pour une femme enceinte, eh bien on testera l'effet tératogène sur des animaux avec des placentations les plus proches de celles de l'homme. Enfin, dernière conséquence de ces différents types de placenta, c'est la notion de placenta décidué ou indécidué. La décidue ou caduque, c'est l'association entre le chorion et la muqueuse utérine qui s'est fait abraser dans une placentation hémochoriale ou endothéliocoriale. Cette décidue ou caduque est éliminée après la naissance par la mère. Elle est éliminée dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent la naissance. Si ça dure plus longtemps, il y a problème et à ce moment-là, il va falloir agir. Cette décidue est éliminée bien sûr avec beaucoup de sang puisqu'il y a de la muqueuse utérine qui va être éliminée avec et donc ça va s'accompagner de saignements. A l'opposé, les espèces qui ont un placenta épithélio-chorial sont dites indéciduées. Il n'y a pas de décidue ou de caduc puisque les rapports anatomiques entre le chorion et la muqueuse utérine sont beaucoup moins intimes, de sorte que le placenta se fera éliminer sans muqueuse utérine. Il y a quand même un petit peu de saignement, mais il y en a beaucoup moins. Cela doit se produire là dans les 24 heures qui suivent la mise bas, le délai est un peu plus long, et là encore, si cela ne se produit pas, il faudra intervenir pour éliminer manuellement le placenta. Donc 2 types de suite à l'accouchement, selon qu'on a une espèce déciduée ou indéciduée. Avec cette présentation des différents types de placentation des mammifères, se termine ce cours qui avait donc pour but de vous présenter le règne animal, l'embryologie et plus particulièrement les annexes des mammifères. Merci de votre attention.